Ouais, tentative de reconnexion. Il peut voir en même temps. Ok, salut tout le monde. Donc un petit live là, réunion Gilets jaunes avec Pierre-Alain Ouais. Raffin, c'est ça, député de la 10e circonscription de l'Essonne, voilà, qui a accepté de faire une petite interview, débat, questions-réponses, rencontre avec des citoyens Gilets jaunes. Voilà. Donc dans les commentaires comme d'hab, respect, et il n'y a pas besoin d'en dire plus. Voilà. On ne pourra pas forcément faire remonter toutes les questions puisqu'il y a un petit décalage entre le moment où vous posez la question et le moment où elle arrive. Voilà, et puis bah n'hésitez pas à faire tourner. Bon, enchanté. Donc, moi Mickaël, je m'appelle Mickaël. Et est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu votre parcours, d'où vous venez et quand on se tutoie depuis tout à l'heure, on se tutoie, ouais. On va continuer. Donc d'où tu viens, ton parcours avant d'être député? En rapide, je viens de quelques kilomètres, à Saint-Michel-sur-Orge. J'ai vécu une trentaine d'années à Saint-Michel, juste à côté. Et qu'est-ce que j'ai fait en gros dans ma vie? Beaucoup d'informatique. D'accord. J'ai travaillé dans le développement à la base, et puis après dans des projets informatiques divers et variés. Beaucoup d'associatifs. D'accord. Notamment dans le taekwondo, c'est une discipline que je pratique depuis 1998. Donc en tant qu'adhérent, en tant que président... J'ai fait adhérent, bénévole, pendant entraîneur, une quinzaine d'années, entraîneur, athlète, arbitre aussi longtemps, jusqu'à diriger la Ligue de l'Essonne de taekwondo. Donc c'était pour développer, enfin me servir du taekwondo pour développer des projets sociaux. D'accord. Sur le handicap, sur les projets, l'accès au sport dans le quartier, l'éducation. Parce que le sport, en fait, ça peut être au cœur de tout. Donc en gros, le sport comme vecteur d'insertion. Exactement. Ok, super. Et pas mal de musique aussi. D'accord. Ça fait 20-25 ans que je pratique la musique et j'ai divers groupes dans l'Essonne. D'accord. Quel style un peu? La soul music, charge, funk, tout ça. D'accord. Que j'adore. Ça marche. Voilà. Ok. Voilà, Et qu'est-ce qui vous a emmené, qu'est-ce qui t'a emmené à t'engager dans la politique? C'est un fait assez bizarre. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, c'est quand je faisais du conseil en informatique. J'avais pas mal de clients et à chaque fois que je passais chez les clients, il faut toujours la répondre comment ça va au travail. Et à chaque fois on me disait c'est pas top, je m'ennuie, on me considère pas, j'ai envie de plus participer mais on me dit reste à ta place. Et ça, à chaque fois que je posais la question à quelqu'un en France, en tout cas je me dépassais, on me dit en fait il y a un problème. Et j'ai rencontré après un chercheur en sciences humaines qui fait que ça, c'est un sociologue des sciences humaines, qui lui a développé un programme qui fait que quand on remet l'humain au centre des décisions, je pense que ça pourra nous parler sur d'autres sujets, au centre dans l'entreprise, en fait ça réduit les dégâts sociaux. C'est logique, parce que tout être humain qui est oppressé, à un moment, il se retire pour se protéger. C'est pour ça qu'on se protège des burn-out ou autres, en disant je prends un arrêt maladie parce que je me protège, parce que c'est mon corps qui est atteint. Et donc on réduit les problèmes sociaux et on augmente aussi, plus on est motivé, on est engagé dans une tâche, on augmente aussi les performances économiques. C'est ce qu'on appelle du management socio-économique, simplement. Mais en remettant l'humain au centre. Parce que c'était... en fait, je peux vous raconter l'histoire du truc, ça fait partie, mais on reviendra aux questions après, il n'y a pas de problème. Non, et si ça déroule sur comment vous êtes retrouvé. Mais oui, mais ça déroule. Parce qu'en fait, ce chercheur... que je cite, c'est pas moi qui ai trouvé ça. Comment il s'appelle? Henri Saval. Henri Saval. S-A-V-A-2-L. Il dit que dans notre société, on est atteint par un virus qui s'appelle le TFW. Et c'est lui qui l'a inventé. Donc le T, c'est Taylor, qui en 1911 a dit que pour qu'une organisation fonctionne, il fallait que les individus soient hyper spécialisés. Donc c'est-à-dire qu'on nous enferme à chaque fois dans une tâche. Donc, et ça arrive dans toutes les boîtes d'ailleurs. On dit tu as signé à ça, et même si tu as envie de faire autre chose, on dit maintenant reste à ta place. Le F c'est Fayol, c'est un autre chercheur qui a dit qu'il fallait absolument qu'il y ait une séparation, et là ça va nous intéresser, entre ceux qui pensent et ceux qui exécutent dans les organisations. C'est-à-dire si tu penses, n'exécute pas, c'est sale, et quand tu exécutes, alors ta pensée n'a aucune valeur. Vous voyez où je veux en venir dans les processus de prise de décision. Et Weber, qui est le dernier, donc le W là, il dit qu'il faut absolument dans une organisation dépersonnaliser les tâches. C'est-à-dire que madame n'aura pas autre chose à apporter à une action que monsieur ou moi-même ou que vous.
alors qu'on a tous des parcours, des cultures différentes, on a tous des formes d'intelligence différentes, donc on peut à chaque fois apporter son... Et en fait, quand j'ai discuté avec ce chercheur, je lui dis qu'en fait, il y a un vrai problème profond dans notre société qui est lié à ces trois phénomènes. C'est-à-dire que l'humain n'est pas forcément au centre de tout dans le processus de décision. Voire pas du tout. Ça peut arriver. Non mais c'est un point de vue, c'est pour ça qu'on débat sur le truc. Hein. Et ce jour-là, en tant que simple citoyen, j'ai fait une lettre de ce constat à 4 personnalités politiques. Ok. C'était en 2016. On peut avoir les noms ou... Oui. Ouais, c'était qui? Je vais dire. Donc j'ai écrit à François Hollande en disant Ok. on a un constat. C'est la même lettre hein, que j'ai dupliquée. Ouais. En disant voilà, il faut qu'on travaille plus sur le processus de décision en mettant l'humain au centre, mais partout, soit entreprise ou dans un pays ou partout, dans les associations, un peu partout. J'ai écrit à Manuel Valls à l'époque, qui était donc le ministre, à Myriam El Khomri, qui était ministre du Travail, parce que ça la concernait, et à Emmanuel Macron, qui était ministre de l'économie. Et en fait, j'ai reçu 3 réponses sur 4. Qui n'a pas répondu? Je le dis aussi. Hein. Si vous voulez. En fait, je ne sais pas si la personne n'a pas répondu ou si le courrier s'est perdu. Ok, vous n'avez pas reçu de réponse. En tout cas, j'ai pas reçu de réponse de Myriam El Khomri. D'accord. J'ai reçu des réponses de François Hollande et Manuel Valls qui étaient similaires en disant avec leur emploi du temps, ils n'avaient pas le temps de me recevoir sur ce sujet, mais il fallait étudier les pistes. Ok. Et un courrier d'Emmanuel Macron à l'époque qui me dit sujet intéressant à traiter, en tout cas venez présenter le projet ou le fondement du projet à mes équipes dans les semaines à venir. Voilà. Et c'est comme ça que je suis rentré en contact. Parce qu'on m'a répondu en tant que citoyen. Hein. Ouais. J'avais pas fait de grandes écoles ou quoi que ce soit. Et donc je suis allé présenter ce projet à l'époque. On m'a dit bon, idée intéressante à creuser aussi. Parce qu'on ne peut pas changer un système comme ça aussi en claquant les doigts. Vu qu'on a d'autres fondements, il faut mener une transition. Et après, je me suis engagé dans le mouvement En Marche à l'époque, en disant j'ai envie de porter cette idée-là, que j'avais appelée la passion au travail. Ok. Voilà. Et c'est un sujet que je traite encore. D'accord. Que je traite encore. J'ai posé des amendements qui ont été acceptés dans la loi Pacte, par exemple, où j'ai demandé à ce qu'il y ait un budget de l'État qui soit dédié à l'accompagnement de toutes les entreprises en France. Et notamment le tissu des TPE-PME en disant on a peut-être des problèmes de diagnostic et on offre le diagnostic et les solutions pour en fait que ça se passe mieux dans le quotidien des gens. Et c'était le seul fondement de mon engagement politique il y a quelques années. C'est pour ça que je me suis engagé. Tout ça simplement. Voilà. Alors question juste pour bien expliquer à tout le monde, parce que tout le monde ne sait pas forcément qu'est-ce que c'est un député, comment ça fonctionne, etc. Donc alors, la définition qu'on a nous d'un député, c'est donc un citoyen, c'est donc un citoyen élu qui fait partie des élus les plus proches du terrain, juste après le maire, et qui, via les permanences, via les rendez-vous, via les diverses actions qu'ils font, ensuite font remonter donc les aspirations du peuple à l'Assemblée nationale pour ensuite légiférer, donc créer des lois, proposer des amendements, abroger des lois. Est-ce que vous partagez cette définition-là pour nous ou est-ce qu'on n'a juste pas tout compris? En fait, je me rends compte d'une chose. C'était oui et non les réponses. Est-ce que je suis d'accord? En fait, je suis pas tout à fait d'accord. Ok. Donc, et c'est là que je vais développer. En fait, le mandat de député, c'est un mandat à la base, c'est national. D'accord. Et il y a eu, et je pense, et ça c'est en le vivant, hein, je me rends compte, c'est pour ça que je partage l'info avec vous, c'est que l'incompréhension qu'il y a eu, c'est qu'avant, pour être député, très souvent, ceux qui étaient élus avaient fait une carrière en politique. Donc on arrivait, entre guillemets, en fin de carrière, avec tout un réseau politique bien construit, une carrière dans un parti bien construite, et c'est le parti qui autorisait à. Et ce qu'il y avait aussi, c'était l'histoire du cumul des mandats. Très souvent, on avait des députés maires. Et le député maire avait forcément une action locale, vu qu'il était maire, avec des moyens locaux, donc toutes des équipes à disposition pour gérer le local, et un mandat national, donc le lien était fait. Et ce qui perturbe aussi, et ce qui m'a perturbé aussi dans le passé, c'est de dire qu'on élit quelqu'un en local, sur une circonscription, pour un mandat national. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, le rôle du député, il est multiple. Parce qu'en fait, il y a, pour moi, de ma définition, c'est que c'est un trait d'union entre ce qui se passe en local et ce qui se passe en national.
avec toujours l'idée de se dire, je n'ai pas de mandat local, parce qu'il y a beaucoup, nous on est très souvent sollicité pour des décisions qui relèvent soit du maire, soit du conseil départemental ou d'autres actions locales. D'accord. Donc en fait, Alors, en fait, notre rôle, en fait, on a plusieurs. Hein. Ok. Ça peut être schizophrénique parfois. Ce qui peut être schizophrénique, c'est on doit évaluer l'action du gouvernement. Ça, c'est un premier rôle. C'est-à-dire qu'on met en place des lois et nous, on fait des rapports d'évaluation. ok, évaluer l'action du gouvernement. Oui, Non, je répète pour qu'on entende mais bien. faites-moi penser tout à l'heure à vous parler, par exemple, de ce que j'ai fait sur les contrats aidés pour les associations. Ok. D'accord, si on peut le noter. On sera aidé. Ouais, il y a aussi légiférer, mais légiférer comment? En fonction des informations qu'on récolte. Nous, on va voir si elles sont partagées au sein d'une commission, parce qu'on est rattaché à une commission spécifique. Ok. Si c'est partagé par les députés de la commission, parce qu'il y a des débats, et si on sent que c'est un problème national à résoudre, alors oui, on va en discuter dans la commission et dans l'hémicycle. D'accord. Et après, la troisième vision, c'est de dire à nous aussi de détecter des problèmes peut-être qui sont exprimés au niveau local et de faire cette traduction. Et ça reste des débats, des rapports, parce qu'on en fait des rapports et des missions. Et c'est Ok. Alors, parce que en fait, quand on lit un peu la Constitution, vous connaissez un peu Étienne Chouard. de nom. Ok. Vous allez m'en apprendre. Voilà, donc Étienne Chouard, c'est un professeur, vous irez voir. Et donc lui, il parle que notre constitution, le problème, c'est qu'elle enlève la souveraineté du peuple. Et donc, c'est-à-dire que le peuple n'est plus souverain. Parce que déjà, dans la constitution, c'est écrit que le peuple est souverain et exprime sa souveraineté à travers ses représentants. Donc là, en l'occurrence, toi. Et donc, le souci qu'on a, nous, le peuple, gilet jaune, stylo rouge, syndiqué, pas syndiqué, etc., c'est que nous, on avait compris qu'un député représentait sa circonscription. Et dans la définition que tu viens de donner, alors soit on a mal compris, donc c'est pour ça que je reste vraiment sur le questionnement. Exactement. Dans les définitions que tu viens de donner, ceux qui partagent ce que moi j'ai compris, vous levez la main. On a l'impression, ça donne l'impression en tout cas, que finalement ce qui est représenté, c'est les impressions, les ressentis, les intuitions d'une commission, plus que ce qui vient des gens qui t'ont élu. Mais non, pas forcément. Parce que c'est vrai. Non, c'est mais ce que une je question. disais, c'est que oui, on est élu. Et pour moi, ce qu'il faut peut-être corriger et travailler, parce qu'on doit repenser le jeu démocratique, comme je l'appelle, ce qu'on doit repenser, c'est le fait d'être élu en circonscription ne veut pas dire. J'ai déjà fini. Et c'est ça, hein, Ouais. parce que c'est un mandat national, de dire que moi je peux être interpellé par tous les Français, même les Français qui sont établis à l'étranger, sur des sujets. Et c'est vrai qu'il y a un référent, on va dire, de prédilection. Oui. De prédilection, mais par exemple, D'accord. il y a tellement de sujets à traiter. Ok. Moi, Donc- demain, vous me dites, j'ai un sujet fiscal très précis. Moi, je ne vais pas m'y connaître. Je veux dire, apparemment, il y a un truc fiscal qui est très précis parce que vous y connaissez mieux que moi. Je vous mets en relation avec la commission ou un député que j'estime en tout cas compétent en la matière. Et donc, moi, je vous mets en relation. D'accord, donc ce Oui. que tu es en train de nous expliquer, c'est que en fait, le travail des commissions vient forcément d'une demande d'un citoyen non élu. Comment ça? Non, pas forcément. Ah, Pas forcément. Il peut y avoir les deux. C'est-à-dire que le fait de faire le trait d'union. ouais. De faire le trait d'union, c'est nous on peut se pencher sur des sujets vécus, Ouais. on peut se pencher sur des interpellations, Ok. mais après c'est retravaillé par le système représentatif. Ok. Mais la question c'est ça en fait. Ouais. Le problème qu'on a, c'est que c'est pas une sensation comme c'est dit dans les journaux à chaque fois, c'est du vécu. Ouais. Un trait d'union, c'est pour unir deux choses. Oui. Et là, en fait, on voit que tout se fait au même endroit. C'est-à-dire Comment que, par exemple, si on prend la dernière loi qui a été votée, la loi anti-opposants politiques, anti-casseurs, cette loi-là, Ouais. est-ce que vous avez mis en place, alors je dis vous, c'est tous les députés, mais ça peut être toi déjà directement,
vous avez mis en place des moyens pour vous assurer que les Français étaient pour ou contre cette loi. Eh ben non. Ah. Pourquoi? Non mais c'est... non, mais... Du coup, je complète ma question. Ouais. Du coup, quelle légitimité a cette loi si elle est votée? Et du coup, je reviens sur le système du fonctionnement actuel. Et ce que je disais, même ce qu'on disait l'autre jour, sur le fait de repenser la démocratie et des pratiques démocratiques, moi, je suis ouvert à beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'à la fin de l'entretien, quand vous m'avez remis un courrier dernièrement, je vous ai fait une réponse en vous proposant aussi des idées sur la manière de repenser la démocratie pour maintenir les chambres. Et ça, vous en ferez ce que vous voudrez. Oui, mais justement, là, c'est bien pour bien faire le diagnostic de pourquoi on demande de remanier ces choses-là. Exactement. Parce que ça, c'est la Constitution. Le peuple exerce sa souveraineté au travers de ses représentants. Or là, si on prend cette loi-là, Avec notre argent. en plus, mais cette loi-là, à quel moment le peuple a été consulté? Sans parler de référendum, faire des petits sondages localement, des réunions. Là, mais justement, en fait, il y a des, quand vous regardez la manière dont est dessiné notre système, et sur les processus d'évaluation de la loi et de la fabrique de la loi, dans le système tel qu'il est appliqué. Ouais. Excuse-moi, je vais te couper, parce qu'en fait, là, ça fait un peu digression. Dis-moi. La question, c'est à quel moment c'est les gens élus restent finalement les représentants qui permettent au peuple d'exercer leur souveraineté. À quel moment on peut considérer que là, effectivement, il reste des représentants du peuple, donc le peuple reste souverain, et à quel moment, du coup, le peuple n'est plus souverain et donc une loi devient... Non, mais c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un débat là-dessus, c'est que dans le c'est pour ça que j'explique le processus. Okay. Il y a des lois, notamment celle qui a été votée la semaine dernière. Anti-opposant politique, anti-casseur. Vous l'appelez comme vous voulez. Mais dans cette loi-là, par exemple, elle est traitée en priorité par la commission des lois. Parce que chaque changement législatif... Commission des lois qui est composée de députés. De 70 députés spécialistes de ce sujet. Donc représentants du peuple souverain. Représentants, parce qu'ils représentent tous les Français, non pas... Oui, pas forcément la circonscription, mais donc tous les Français, peuple souverain. Qui représentent les Français. Et donc, en plus, il y a la pluralité politique. Ce qui voudrait dire que cette commission-là... Je continue. C'est important de continuer de voir tout le sujet. Donc il y a cette loi qui est traitée en commission puis dans l'hémicycle. Au même moment, il y a d'autres lois qui sont traitées au même moment, dans le calendrier, dans d'autres commissions, et qui passent aussi après dans l'hémicycle. En ce moment, moi je suis concentré sur la loi école, celle qui est appelée l'école dans la confiance, loi Blanquer. Voilà. Elle est appelée comme ça parce que et moi j'étudie cette loi en ce moment, et pour le coup, je consulte des personnes d'un réseau d'éducation nationale ou des parents ou des directeurs d'école sur le sujet, parce que ça relève de ma commission, et donc je vais consulter les personnes qui vivent cette situation. Ce matin, j'étais dans une école, on en a parlé, et il y a des professeurs qui me disent « je suis d'accord, je suis pas d'accord ». Donc j'intègre pour les débats en commission. Donc je fais le trait d'union qui est relatif à ma commission au moment. Voilà, c'est comme ça que c'est... Mais ça relève un autre problème. C'est que ce qui peut relever des incompréhensions, c'est aussi le calendrier législatif. Et dans le mode de retraite... Non mais c'est important, c'est dire, quand vous avez... moi j'ai eu le débat, au grand débat. Il y a eu un grand débat à Saint-Michel qui était organisé. Et à Sainte-Geneviève qui était mardi. Il y en a eu dans d'autres villes. Et il y a un citoyen qui m'a fait beaucoup de reproches, et que j'accepte, parce que après on a échangé là-dessus. Il me dit, mais monsieur le député, il m'a parlé aussi de la loi dite anti-casseur. Je comprends. Il me dit, mais oui, mais je comprends pas, on nous a pas demandé, ou on m'a pas consulté sur le truc. J'ai dit, c'est fort probable. Je lui dis, mais là, en fait, au moment où on se parle, donc c'était jeudi dernier ou mercredi, bref, peu importe la date, j'ai dit, j'ai le choix entre 4 événements. J'avais le choix en tête à la commission des lois, parce que je peux aller à la commission des lois pour écouter ou participer.
à la commission éducation, qui est ma commission, dans des réunions de travail sur un sujet associatif ou au grand débat, au même moment. Je lui dis à un moment, le calendrier il est tellement chargé, peut-être très mal organisé, je vais à remettre en question, c'est que je dois faire un choix. Je lui dis, je suis certain que demain matin, je vais recevoir des messages en disant, il y a des personnes qui vont me dire, vous n'êtes pas au débat en commission des lois, vous vous foutez de Là, on cette sort loi-là. Non, de la question non, on sort pas complètement. souveraineté, représentation. Oui, mais non, ça sort pas complètement. Parce que d'autres vont me dire, vous n'êtes pas dans le débat école, vous fuyez le débat ou vous vous foutez de mes enfants. Si je viens pas au grand débat, on dit, bon, et s'il fait que ce calendrier-là, il ne peut pas être assumé. Il ne peut pas être assumé. Qui pense qu'il répond pas à la question. Mais non, parce que Non, mais je viens. non, c'est la digression, on voudrait juste. Voilà. C'est une loi qui est votée sans demander l'avis du peuple. C'est Mais une loi liberticide. il a sûrement été demandé. Non. De qui, à quoi, Mais comment. après, non, mais il faut que je. Vous avez été consulté, les gars, considérer quelqu'un des critères d'être casseur parce qu'il se cache le visage de quoi? Avec quoi? Non. Qui c'est qui est casseur? Mais vous les savez très bien où ils sont les casseurs. Pourquoi vous les arrêtez pas? Quand c'est Non, pas toi personnellement. Bah voilà. Donc vous votez une loi où il faut quand même enseigner. Et en plus il faut demander quand même. Enfin je veux dire le peuple a quand même aussi le droit de dire son avis. Quoi. Mais c'est pour ça. C'est pour ça que depuis tout à l'heure on emploie le mot souveraineté. Les gens ne comprennent pas ce que c'est le mot souveraineté. Ça veut dire quoi? On n'a pas de souveraineté parce qu'on ne peut pas être en démocratie, on n'a pas de souveraineté. Voilà, déjà à la base, on n'a pas le droit de dire c'est la primauté du droit international et du droit européen sur la loi française au niveau de 85% de nos lois. Donc déjà on a un gros problème de démocratie à ce niveau-là. Après, cette loi-là, moi les gars, personne m'a demandé mon avis. Et je pense qu'on a demandé l'avis. Et même quand on regarde les instituts de sondage, la majorité des gens étaient contre. Mais c'est Vous vous rendez compte Le défenseur de droit, les gens de porter un casque sur le la tête. défenseur des droits était Les gens contre. vont finir quand même comme dans le pays La avec des Ligue des gamelles droits sur de la l'homme tête et des était personnes. contre. Il faut bloquer ces choses-là, on n'a pas le droit. Mais c'est pour ça qu'on. On a une confusion entre. En fait, c'est ça. C'est pour ça qu'on discute. Voilà, la question, nous, c'est. Le problème, vous savez, Montesquieu, c'était quand même la séparation des pouvoirs. Bon, et c'est comme ça que nous, on l'entend, je veux dire, un peu naïvement, dans notre vision de la démocratie, c'est une séparation des pouvoirs. Et puis là, on nous apprend tout simplement au niveau de l'article 2 qu'un préfet, sans passer par un juge, va pouvoir interdire à madame ou à monsieur ou à mademoiselle tout simplement d'exercer son libre droit de manifester et sans passer par un juge. Voilà. Ça, c'est une confusion, c'est quelque chose de très grave. Là, il y a on va plus- vers quelque chose de vichiste. C'est de la dictature. Je dirais pas jusqu'à, mais après, Alors, juste, attends, On va la voie de la dictature. Je suis député, je fais des manifestations, je fais gazer et je m'aperçois que même sans qu'il n'y ait aucune violence de notre part, soi-disant une certaine menace par rapport au nombre, on a le droit d'être nombreux. Bien sûr. Moi, j'ai jamais menacé quoi que ce soit. Pourquoi ils m'ont gazé? Pourquoi ils tapent comme ça? C'est pas grave. Donc dire qu'ils vont casser les casseurs, vous savez, les casseurs, on les a à la fin. À la fin, c'est eux qui viennent charger. Il y a même des gens qui leur demandent. Voilà. Et pourquoi ils les arrêtent pas? Pourquoi ils arrêtent pas? Et pourquoi? Alors, je pense pas supprimer les commentaires. Pourquoi comme ça? Vous ne protégez pas un cesseur, vous empêchez une libre d'expression dans les rues. Et en plus, ce que vous êtes en train de déclencher, c'est que les manifestations ne vont même plus être déclarées. Et vous savez pourquoi? C'est à cause de cette loi. Et si vous foutez le feu, c'est tout. Foutez le feu. J'ai trop peur. Mon droit de manifester. Et votre crainte est liée au rapport entre les sondeurs. Ma crainte est liée. Il y a tellement d'amis gilets jaunes qui reviennent éborgnés, blessés, gazés. C'est pas possible. Hein. Je ne peux pas exercer mon droit de manifester. Je ne peux pas. J'ai peur d'aller manifester sur Paris. Maintenant, on a l'arbitraire de l'État. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais faire des sur le rond-point. Voilà. Donc pour l'instant, on a. Nos blessés, attendez, les blessés du gilet jaune n'ont aucune indemnisation de l'État. C'est normal ça? Tous les blessés qu'on a eu contre les gilets jaunes, aucune indemnisation de l'État. C'est un objet sur lequel on peut taper, qu'on peut gazer, qu'on peut martyriser, qu'on nie et On peut dont on arrêter ne aussi, reconnaît même mettre en pas garde à vue. l'identité des victimes. Ce n'est même pas une victime. Donc j'aimerais bien qu'on me garantisse à moi le droit de manifester.
d'être encore libre. Ça, c'est le prétexte qu'ils ont pour nous sortir de là. Toi qui es de Saint-Michel, donc tu sais ce que c'est la vie dans les quartiers, dans les banlieues, tu as dû être dans un collège ou un lycée, peut-être ZEP aussi. J'étais au collège Jean Moulin, lycée Léonard de Vinci. Est-ce que, donc forcément tu as appris ce que c'était les principes de la démocratie en France, et une des bases c'est qu'il y a une constitution et que cette constitution garantit la séparation des pouvoirs, donc de 3 pouvoirs sur 5 qui sont législatifs, exécutifs et judiciaires. Comment s'appelle un régime dans lequel l'exécutif prend le pas sur le judiciaire? C'est-à-dire Et accessoirement sur le législatif aussi. Et aussi sur le... Parce que les députés étant tous dans la botte de la REM, bah du coup, Macron... Ah, sans faire d'accusation, du coup, quand le législatif aussi... Voilà, législatif et judiciaire, tout in the pocket. Comment ça s'appelle? il y a toujours une séparation. Non, alors- la ligne jaune... Un préfet, c'est de l'exécutif. Oui, mais un préfet C'est de l'exécutif. aussi. Oui, mais il y a deux choses sur les préfets. On peut pas accuser un préfet qui a déjà, même, vous ne prenez même pas cette loi. Vous ne prenez même pas cette loi. Elle a été votée, déjà elle sera rediscutée. Hein. Oui, mais elle vient du Sénat, donc on sait ce que ça va donner. Pas forcément. Inch'Allah. On en discutera. Mais Pourquoi vous avez voté cette loi, et surtout l'article numéro 2? la loi, moi je l'ai votée dans son ensemble. Et la loi dans son Mais ensemble. vous avez des collègues qui n'ont pas voté cette loi. Mais parce qu'ils. Mais bien sûr. Ou alors ils avaient Waterponnais, mais en tout cas, ils n'ont pas voté cette Ah non, loi. alors je sais pas ceux qui avaient Waterponnais, il y en a sûrement qui ne pouvaient pas être disponibles à ce moment-là. Il y en a qui sont abstenus. Waterponey, c'est aquaponey en français. Ouais. Il y en a qui sont abstenus. Moi j'ai estimé, après discussion, que la loi qui avait été retravaillée en commission, parce que il faut comparer les deux textes. Il y a eu un texte, une première version, il y a eu un travail avec tous les députés de la commission des lois, avec toutes les sensibilités politiques, et ils sont arrivés à un consensus. Ils sont arrivés à un consensus de la commission. Non, mais c'est pas entre les gens qui voient les choses de la même façon. Et n'étant pas, et c'est là où dire, n'étant pas au sein de tous les débats techniques de chaque commission, ce qui se passe, c'est que nous on participe après à des débats communs où on pèse le pour et le contre, et je dis, à partir de ce moment-là, je me fais une idée, j'interroge aussi des membres des préfectures, j'interroge des personnes qui ont souffert dans les manifestations, et qui ne sont pas forcément ici, hein. Vu que c'est un mandat à ça, j'ai interrogé aussi des restaurateurs, c'est eux qui sont venus me voir. Hein. Moi j'ai reçu un témoignage, et un parmi d'autres, d'un restaurateur qui doit licencier 125 personnes parce qu'il a fermé 8 samedis d'affilée. Et c'est pas lié à un mouvement particulier, c'est comme ça. J'accuse pas les idéologies, hein. C'est-à-dire que lui, techniquement, dit je peux pas parce qu'il y a eu des casseurs avec moi. Et c'est pas accuser votre mouvement du tout. Hein. Non mais ce que je dis, c'est qu'à un moment, il y a énormément de points de vue. C'est ça. C'est leur Mais faute. je n'accuse pas ça. Ces gens-là, ils se rendent pas compte. Non, mais je l'accuse pas. Non, mais laisse-moi finir. Ils sont proprement victimes d'eux-mêmes. Parce que ça, on a déjà parlé. Quand on Je fait pense qu'il y les a un problème- manifestations Je déclarées, pense qu'il y a un problème plus profond. Mais quand on fait les manifestations déclarées, que la police nous disperse alors qu'on n'a pas fini le cortège, et que du coup on se retrouve nassé, gazé dans des rues dans lesquelles on n'avait pas voulu aller. Comme Que dans nous, l'exemple du pont avec le Christophe, avec le boxeur avec Christophe. le boxeur, voilà. On nous a interdit d'aller devant l'Assemblée nationale, qui était une manifestation Voilà, c'est déclarée. déclaré, C'était accepté. déclaré Ouais, Oui, ouais, tout à c'est fait. déclaré et accepté. On aurait dû On y était arrêter tous. devant l'Assemblée nationale. On y était, Ouais, on y était, il y j'étais avait aussi. un CRS juste devant qui nous ont empêchés de y aller. Donc du coup, les gens se sont retrouvés nassés, effet de foule, On s'est etc. fait gazer. Gazage et ainsi de suite. Et Et alors, du coup, pour s'échapper, à cette occasion, La répression des Gilets jaunes, il n'y a aucun mouvement social qui a autant été réprimé depuis des années. 68, oui. Non, mais- Et par le fait de protéger certains restaurateurs de la casse des fracasseurs, pas des Gilets jaunes. J'ai pas fait cette conclusion-là. Déjà, non, c'est pas ça. Non, Mais j'ai pas fait cette juste conclusion. pour Mais revenir moi, sur les restaurateurs qui je ferment. n'accepte déjà aucune violence ni d'un côté ni de l'autre. De base. Donc, s'il y a des choses à voir, et c'est pour ça qu'on prend aussi les ressentis, les vécus chacun.
Moi je suis pas au cœur des manifestations, parce que très souvent Mais non, mais oui, mais je trouve ça complètement anormal. Non, mais je trouve ça normal. Que les petits commerçants perdent le chiffre d'affaires à cause des GAFA d'Amazon Mais qui squeezent le commerce local. Là, Ils ne payent pas d'impôts. Il faut pas tout confondre. Et ça, c'est une grosse perte de chiffre d'affaires aussi. Là, on confond. Non, mais là, on confond. De la société plus humaine aussi. Oui, mais c'est ce que c'est mon combat aussi. Bah, on est d'accord, mais C'est mon premier combat. Mais nous, après, on voudrait bien se reconnaître. Moi, j'avais à l'époque. il faudrait. D'accord. Il faudrait. Mais c'est pas. On peut pas cacher la vérité. Non, mais la loi qui vient de passer n'a rien à voir avec la reconnaissance des victimes. Pour moi, ce sont deux sujets différents. Ah oui, ok. Et je trouve ça anormal aussi, en tant que citoyen républicain, qu'on ne puisse pas faire une manifestation dans des conditions saines en revenant blessé. ok. Vous avez dit, c'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord, vous Est-ce revenez que sur vous- votre feuille. C'est normal que la police réagisse comme ça. Est-ce que vous Vous êtes d'accord avec les violences. Et les violences d'un côté ou de l'autre, vous les condamnez. La police réagisse comme ça. Est-ce que les ordres de la police réagissent comme ça? C'est ça ce qu'il faut savoir. Je ne dirais Parce que nous, on n'arrive pas subitement. Les choses des grenades, des fumigènes, des tirs. pas généraliser. À la fin, vous savez. Je ne vais pas généraliser sur la police. Ils entendent la violence. Moi, je suis le premier citoyen à avoir insulté les CRS, à les traiter tous d'enculés parce qu'ils ont tapé un jeune par terre avec un combat. Pierre-Alain. On avait beau hurler pour leur demander d'arrêter, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Pierre-Alain. J'ai jamais traité. Moi, j'ai un salon de coiffure, j'ai été attaqué pour des trafics de drogue. On m'a brûlé mon enseigne. On m'a cassé 2 fois ma vitrine. J'ai essayé, sur Chimazarin, j'ai essayé d'arrêter les trafics de drogue qui étaient dans mon magasin. Moi, on m'a jamais mis me protéger. D'accord? C'est pas normal. Mais non, mais quand vous voyez les moi, j'ai même pas envie d'insulter un CRS. Mais pourquoi je insulterais la police? Vous vous rendez compte, dans les manifestations, on est en train de me fabriquer. À cause de vous, à cause des gens qui ne veulent pas nous écouter, je deviens un ennemi pour la police. Quand ils sont venus dans mon salon pour m'intervenir hier parce qu'il y avait un individu qui a essayé de me voler de l'argent avec ma collègue pour l'embrouiller pour des produits. Hier seulement. La police municipale, comme je leur ai dit, vous êtes des anges et des démons. Parce qu'il y a 2 jours, vous étiez en train de nous taper sur la gueule alors que là vous êtes en train de m'aider. Il y a un problème quand même. Vous redescendez sur terre, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour revenir sur les... C'est ça. Et le pouvoir du peuple, c'est qu'on n'a plus le droit de rien dire. En fin de compte, c'est vrai, il faut le dire. La dictature. Si des gens, vous décidez. On vous vote, on vous met en tant qu'élu et après vous décidez des lois sans en discuter à nous-mêmes. Comment on fait pour s'entendre si on ne peut pas discuter des lois de Tout à l'heure, quand j'ai appuyé, c'est vrai que moi je comprends que la réponse elle soit peut-être mal acceptée, mal comprise. Mais de voter pour des anti-casseurs, c'est quand même mettre le feu sur c'est incroyable. Non, mais ce que je dis, c'est Vous n'avez pas réfléchi en tant qu'humain, vous avez réfléchi en tant que politicien et d'idée, c'est pas possible. Ouais, vous avez reçu la petite lettre, les commandes de la reine, et vous avez dit, bon d'accord, on fait comme ils disent, parce que si vous ne faites pas comme ils disent, vous vous faites virer derrière. Et ça, pareil, c'est un peu un système de dictature dans la dictature. Ça veut dire que mes collègues auraient été virés. Alors après, il y en a qui sont partis, parce qu'ils n'étaient pas d'accord. On les a un peu poussés dehors. Il y en a qui sont virés avant cette loi-là sur d'autres lois. Il y en a qui sont partis. Après, Et après, pour en revenir à la manifestation où il y a eu des tingés, où on était coincés là, on a été menacés, donc mon collègue parlait là, il y a 2 secondes. Ce qui s'est passé, c'est que les gens qui font les manifestations, qui gèrent les manifestations au commandement, là où il y a le préfet, et donc derrière le préfet, évidemment, dans le bunker, on sait tous comment c'est passé, au quai des Orfèvres, c'est en dessous, au sous-sol, vous savez, escalier D, vous descendez au sous-sol. moi je connais pas. Bah voilà, je vous explique grosso modo le bâtiment, un petit peu grosso modo. Que moi je connais pas. Moi, je ne l'ai pas visité, mais j'ai vu par où ça passait. Voilà. Dedans, il y avait Castaner. Les mecs, quand ils bloquent la manifestation, ils savent où est-ce qu'il faut commencer à bloquer pour que la manifestation ne soit pas dans des lieux sensibles. Là, on a été bloqué sur le parvis du musée d'Orsay. C'était pas possible de voir fait une erreur pareille. Le long de la Seine, très dangereux. Le long de la Seine, donc entre la Seine et le musée d'Orsay, c'est pas une erreur. C'est une provocation. Nassé pendant 45 minutes, lancer la petite grenade par-ci par-là pour faire monter la pression. Ce qui s'est passé, c'est que il m'a filmé en réel, protégeant de mon propre corps, protégeant moi, petit citoyen, les vitrines du musée d'Orsay que les mecs commençaient à shooter. Tu vois, est-ce que c'est normal qu'ils soient moi qui fasse le boulot? Ils essayaient de faire rentrer des gens qui étaient en crise d'asthme. Si, moi je voulais casser parce que c'est pas normal. Voilà. C'est pas normal. Et ça a été volontaire. Et moi, j'ai envie de te dire, ce jour-là, les mecs qui étaient tes collègues, tes chefs et tes copains, ils étaient prêts à sacrifier le musée d'Orsay, quitte à le voir brûler,
pour défendre leurs intérêts. Et c'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. C'était pas une erreur. On pouvait faire 100 mètres de plus, on était bloqué entre des murs et la Seine. On ne pouvait plus rien casser. Toi, à 100 mètres près. Non, ça a été fait volontairement pour qu'on se retrouve sur le parvis. Tout a été calculé. On se retrouve dans les rues adjacentes. Et il y a tout plein de petits commerçants du coup qui n'étaient pas prêts à ce qu'on arrive là. Mais c'est les flics qui nous ont poussés dans ces rues-là. Et les gilets jaunes, ils font quoi? Ils vont voir les commerçants en disant attention, les flics sont en train de nous bombarder de partout. Il va y avoir du monde arriver, faites gaffe, etc. Faites gaffe de ne pas prendre des flashballs et des grenades dans vos vitrines. Et pendant qu'on les prévient, on leur achète des produits. Nous, on a fait tourner le commerce de Paris. Ah ouais. Un truc de dingue. Et ils sont contents de nous voir. À chaque manifestation, ça marche bien, les boulangeries, tout ça. En tout cas, moi, personnellement, tous les commerces dans lesquels je suis rentré, j'ai des dizaines de vidéos que j'ai filmées personnellement de francs pris d'assaut par des gilets jaunes. C'est bon, on les connaît. Et là, moi, je voudrais rejoindre mon collègue. Donc, c'est un pro. Tout le temps, tous les jours, en France, il y a des paysans qui se suicident. Il y a des commerçants, voilà. Il y a des commerçants. C'est ça, 2 par jour. Non, c'est un tous les 2 ans. Ça fait un an que c'est des choses comme ça. Des artisans. Et je veux dire, pour la mairie ou quoi que ce soit, les travaux sont toujours pas faits. Je suis dans un couloir qui est pratiquement brûlé, avec un éclairage éteint, avec un plafond moitié écroulé, avec une enseigne qui est brûlée que je ne peux pas refaire parce qu'il faut tirer le câble. À Chimagara, je vous invite à venir, vous verrez, c'est désastreux. Jardinière cassée, grillage baissé. Non mais attendez, je suis un citoyen, je paye mes impôts, je paye 70% de mon chiffre d'affaires, je fais 149 000 € de chiffre d'affaires à l'année, je donne 70% de mon chiffre d'affaires. Il m'en reste 35 pour payer mes employés. Mes employés, je suis exploité par l'État et je sous-exploite mes employés. Vous savez ça? Les 35 heures, de foutre les heures supplémentaires. Le truc c'est voilà, donc là il y a eu 12 semaines de manif, il y a 3 commerçants du 8e arrondissement qui disent « Oh, je suis obligé de renvoyer 125 personnes ». Moi je pense que ça l'arrange bien. J'ai pris un cas. Oui. Sauf qu'il y en a combien en fait dans toute la France, tous les jours, qui mettent la clé sous la porte, des gens qui ont sacrifié leurs 2 ans de Pôle emploi, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés au Pôle emploi suite à un licenciement. Ils ont dit moi je vais créer ma boîte parce que le Pôle emploi il y a poussé. Sauf que si le mec il avait le droit à 1500 € pendant 2 ans tous les mois, et le Pôle emploi va lui dire ok tu prends les 6 premiers mois, tu les as, monte ta boîte, on te les file. Pour avoir un capital, ouais super. Et les 1 an et demi, il les perd. Ils veulent pas que ça soit comme ça. Et donc si le mec et sa boîte elle marche pas. Et derrière il a plus le droit de chômage. Oui, mais ça fait je sais, je l'ai fait. Je l'ai fait aussi. Voilà. Mais si le mec ça marche, sa boîte ne marche pas. Pour le coup, pour partager, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que j'ai été entrepreneur aussi. Et entrepreneur, j'ai vécu le fait de me heurter à l'administration, me heurter au problème de charge, me heurter aux erreurs parfois de l'administration. On paye. Moi je paye. Je paye un CG. Je paye un comptable. 480 € par mois pour 2 employés. Mais ça peut arriver. Tu vois, ce qui évite d'avoir des erreurs. Non, là, si on a des cacables, c'est GECO, c'est agréé par l'État, c'est vérifié. Ça, c'est pas le problème. La vie d'entrepreneur, moi, on m'empêche qu'à chaque fois, je gagne de l'argent. Pour rebondir sur ça, c'est quand c'est un commerçant du 8e arrondissement, ça passe sur toutes les télés de France et ça crée une loi anti-casseurs. Par contre, quand c'est le petit commerçant qui peut pas bosser parce que devant chez lui, il y a un groupe de dealers qui crachent, des alcoolos et compagnie, on s'en bat les couilles. On chie même. Alors qu'il y a déjà des lois. Et c'est comme ça dans toute la France. C'est ça le problème. En fait, et votre loi, on a un constat. La loi qui a été votée, ça divise encore le peuple. Ça fait des riches contre les pauvres, encore une fois. C'est une loi pour protéger les riches commerçants du 8e et les autres, allez vous faire enculer. C'est ça qui se passe. On a un constat. Et c'est ce qu'on partageait. Parce que dans les gilets jaunes, moi je suis entrepreneur, je suis à mon compte. Il est à son compte. Moi j'essaye, mais j'ai peur de ce qui va me tomber dessus. Tu vas te faire défoncer. Tu m'en as parlé. Reste au Pôle emploi, fais au black. Il n'y a pas d'avenir en gros, je n'ai pas d'avenir. Qu'est-ce qu'on fait? Bah non. Mais la question que j'allais poser, c'est que on est d'accord et on a vu la dernière fois qu'il y avait des problèmes. Oui, et on en a parlé. Quel problème profond? Je me concentre pas sur une loi. Je suis pas dans. Moi je disais que. Est-ce que je disais la dernière fois? Je crois que c'est à toi que je disais ça la dernière fois. Oui, citoyen. Oui, citoyen. Gilet jaune, tu m'appelles comme ça. La dernière fois, je disais, quand j'ai parlé de l'évolution de la courbe de l'abstention, je dis qu'on est arrivé à un moment où l'abstention, quel que soit
quelles que soient les élections, est en augmentation depuis les années 60. Et parce qu'on a un système qui ne répond plus. Une crise profonde de la représentativité. Mais comment se représenter à quoi? Mais laissez-moi finir. Qu'est-ce qui est proposé? Laissez-moi terminer. Et je vous donnerai ces chiffres, ça fait partie de mon courrier que je vous. C'est-à-dire que si les personnes ne vont plus voter à un moment, c'est qu'il y a un écart, une fracture qui s'est faite, elles se sentent plus représentées, ce qui fait que les décisions, sûrement depuis les années 60, elles sont peut-être prises en oubliant des situations. Mais ne sont peut-être plus légitimes du tout. Je n'ai même pas parlé de légitimité. Non, mais je parle de représentation. Et ce qui fait, et ce que je vous l'ai dit ça, on l'a partagé la dernière fois, de se dire qu'à un moment, c'est comme, faut qu'on recode la société. Quand je dis recoder la société, je vous prends un exemple tout bête. Les biais, c'est ce qu'on appelle les biais, hein, les biais dans les décisions. Vous prenez, vous tapez bébé sur Google Images, vous défilez, il n'y aura que des bébés à peau blanche. Moi je suis métis, je m'en fous, hein. Il n'y a pas de racisme dedans. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si ça avait été codé par l'ensemble de l'humanité, on aurait beaucoup plus d'asiatiques en représentation, c'est-à-dire qu'on aura un échantillon. C'est-à-dire que cette décision d'affichage, ça s'appelle un biais dans de l'affichage ou dans une prise de décision. On peut se reconcentrer là sur le problème. Je me reconcentre parce que j'étaye toujours. Et c'est ce que je dis, c'est qu'à un moment, vous prenez mon cas. Je prends mon cas. Je suis élu avec 40% de participation. Ouais, bah oui. Ce sont les On a abandonné. Je suis 40% premier à avoir abandonné, je vote plus. C'est-à-dire, oui, mais c'est parce que il y a des offres politiques. Est-ce que ce serait pas par hasard, excusez-moi, je vous coupe, en corrélation avec la vente de notre souveraineté à l'Union européenne et ce qu'elle est aujourd'hui? Parce qu'il faut bien le rappeler, ça qu'on n'a plus de souveraineté en France. Je suis Finalement, à quoi ça sert de voter si les lois sont faites à Bruxelles? Je suis pas d'accord. À quoi ça sert? Mais c'est une discussion à avoir. Non, c'est vrai, c'est quand même. Je suis pas d'accord parce que non, mais direct, mais c'est en une grande corrélation quand même. Moi, je sais qu'il n'y a plus de décision. Monsieur Macron est un gestionnaire de l'Union européenne. D'un lander qui s'appelle la France. Des euro-régions qui sont en construction, évidemment. C'est un avis, et je pense qu'on le partagera. C'est une certaine réalité quand même. Je pense que vous avez une majorité de citoyens français qui sont eurosceptiques, voire favorables à un Frexit, et qui sont complètement conscients. Eurosceptiques face à l'Union européenne telle qu'elle est en train de se construire, telle qu'elle est faite, pas l'Europe en tant que telle. L'Europe des banquiers, l'Europe de l'argent, etc. Oui, mais l'oligarchie, du néolibéralisme. Est-ce que ça fait partie des systèmes à recoder, à repenser? Oui. Alors, il y a simplement une question. Est-ce qu'on peut réformer les choses de l'intérieur, où il faut renverser la table, toujours pacifiquement, pour reconstruire quelque chose? Parce que ça fait 50 ans qu'on essaie de réformer un canard boiteux, ça ne marche pas, même avec les meilleures volontés du monde. Dans les propositions, et moi c'est un combat qui m'intéresse, parce que je l'affiche clairement, et j'ai publié là-dessus, c'est que je préconise de repenser la démocratie et des pratiques démocratiques. Mais ça, je ne vais pas l'inventer tout seul. Favorable au RIC, en toute matière. Et ben, ce que je mets dans mon courrier, c'est que le RIC, selon ses modalités, j'y suis favorable. Vous prenez la Suisse, le fait, l'Irlande. Sauf d'un point de vue fiscal. Donc nous, on le veut en toute matière. Non, mais oui, mais c'est pour ça que moi, je ne suis pas là en train de dire « Ouh là là, le RIC, je rejette ». Pas du tout. Si c'est un mode d'expression qui doit raccrocher les Français, les citoyens... C'est pas qu'une expression, c'est un mode décisionnaire. C'est un mode, mais ça peut être un mode... Mais ça fait partie justement du règlement. Moi, je suis pas fermé à ça. Ça veut dire que... D'une, je suis pas fermé, et de deux, dans le courrier que je vais vous mettre, je l'ai même écrit. J'y fais un point précis sur justement le RIC. Très bien. Donc, en posant les questions, en disant, mais pourquoi pas y réfléchir? Parce que je ne suis pas fermé à ça. Et au point, moi, plus on va pouvoir consulter et décider, ça dépend comment on le décide, mais ça se réfléchit, ça se met sur la table, ça se teste, et ça se génère. Faire en sorte que le député représente vraiment la population française votante. Sachant qu'il n'y a aucun député ouvrier, que les employés représentent la moitié de la population active, et il n'y a que 96% d'employés ouvriers représentés à l'Assemblée nationale. Il y a un écart énorme.
qu'il ne faudrait pas faire dans le fait quand on redessine les modalités de la démocratie, du jeu démocratique, est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à un système de collège comme dans les syndicats? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas de la représentativité. Non mais quand est-ce qu'on doit pas avoir du tirage au sort en interne? C'est des questions. Non mais c'est des questions que je me pose, que je vous pose dans le courrier, et c'est des choses que j'ai envie de débattre et de travailler pour que, comme je disais tout à l'heure, ce qui dessine un système de décision, un système d'affichage, ou comme les résultats d'un moteur de recherche, c'est parce qu'il y a un code derrière. Et si on recode en disant on réintègre toutes les réalités dans un système de décision, parce que rien ne remplace le vécu d'une personne dans une décision. Rien ne remplace ça. Donc, et à mon sens, c'est ce qu'on doit améliorer. Et c'est pour ça que je propose dans ce courrier-là. Et c'est très bien ça. Est-ce que vous seriez ouvert à des changements à court terme qui n'engageraient pas forcément des gros changements législatifs, même s'il faut les faire, mais si là on pouvait vous apporter des solutions? Comme quoi? Comme par on va pas le faire ce soir, ça se discute et ça se réfléchit. Oui. Comme par exemple que les députés sont là pour représenter la souveraineté du peuple, et donc de refaire ce travail dont on parlait tout à l'heure de trait d'union. Et donc par exemple, parce que du coup un député fait le trait d'union entre le peuple et ce qui se passe au Parlement, dans les commissions, etc. Ça on a bien compris. Le trait d'union entre un maximum de réalité. Ouais. Donc le peuple. Un maximum de réalité. Donc tout le monde. Le peuple. Dans le peuple, il y a les riches, il y a les pauvres, il y a les Français, les citoyens, voilà. Et ceux qui veulent être citoyens aussi. Voilà. On aide jusqu'au système, pour l'instant, décisionnaire. Okay. Tel qu'il est appliqué. Donc le trait d'union entre ça. Oui. Et le constat qui est fait, c'est que ce trait d'union, il est très rarement fait. Parce que déjà très peu de référendums, sans parler du RIC, quasiment jamais. Le dernier en date, on sait tous ce qui s'est passé derrière. Sur l'Europe, c'est ça. Voilà, de celui de 2005. Et là, par exemple, à un moment de crise de la représentativité, on se dit mais c'est quand même curieux que les députés tous bords confondus, même ceux qui ont voté contre la loi anti-casseurs, même eux, ils n'avaient pas le droit de voter contre. S'ils n'ont pas demandé aux gens qui les ont élus. Parce qu'en plus, cette loi ne faisait partie d'aucun programme électoral. Mais c'est pour ça que moi, de ce que je comprends de ta demande, c'est qu'on doit redessiner le processus qui amène aux décisions. Alors, est-ce que c'est une démocratie directe, liquide? Pas forcément. L'idée c'était, par exemple, là en fait on a l'impression que les... qui répond avec sans aller jusque là. Est-ce que par exemple, pour prouver un député, là je parle pas de toi donc je te demande pas de t'engager là, c'est juste une question philosophique. Je m'engage jamais directement. Voilà. Est-ce qu'un député qui joue vraiment ce rôle de trait d'union, finalement, est-ce qu'il a besoin d'un parti? C'est une question à se poser. Du coup, est-ce qu'un député qui voudrait trouver... Il y a des députés qui n'ont pas de parti. Oui. Et d'ailleurs, curieusement, eux, souvent, quand ils prennent des décisions, il y a eu des concertations. À voir. Je sais pas, j'ai pas le temps de... Ouais, non, mais j'imagine bien. Nous, on le fait un peu et voilà. Et c'est intéressant à mettre en lumière. Est-ce que du coup, un député qui, là, aujourd'hui, se dit « Ok, il y a une vraie crise de la représentativité », moi, je me suis engagé parce que j'avais des valeurs et puis j'ai pas attendu d'être député pour m'engager. A priori, c'est ton cas. Tu as bossé dans l'associatif, etc. Oui. Peut-être même toujours. J'adore ça. Est-ce que finalement, ce serait pas plus intéressant de dire écoutez, moi, ce parti-là, il y a peut-être des idées à laquelle moi j'adhère en tant que personne, mais ma personne, mon avis, j'ai le droit de le partager, mais finalement, je dois faire preuve d'abnégation si les gens qui m'ont élu, donc ceux de votre circonscription, disent qu'ils sont contre. C'est le sujet à voir sur est-ce qu'on représente un parti ou un peuple, circonscription ou par sujet. Et ça fait partie des questions qui une circonscription, on la représente au niveau national. Ça fait partie des propositions que je vais vous redonner là pour qu'on puisse en rediscuter, au prochain rendez-vous. D'accord. Ça marche, ce serait cool. Mais du coup, vous avez voté le budget 2019. Oui.
Vous avez noté la loi anti-casseur. Oui. Le lien, j'ai l'éducation nationale. Ralenti quand même, il est en augmentation. Il est en hausse. Oui, en hausse, mais il ralenti par rapport aux années précédentes. Il est en hausse en... Les classes fermes dans les environs, mais aussi région parisienne, dans les banlieues. Ouais. Ma fille est en moyenne section, elle a 4 ans. Elle a 20, ils sont à Saint-Geneviève-les-Bois. D'accord. À l'école parisienne fonctionnée, ils sont 29 par classe. Et à côté de ça, dans le budget, vous avez voté l'augmentation du budget de la justice. Vous allez financer la construction de 3 nouvelles prisons en France. L'augmentation d'un nombre de places que je n'ai pas faite, 11%. Vous faites le choix, à mon avis, plus de la répression que de l'instruction. Quels sont comportés comme projet? Vous parliez d'humain, mais privilégier la répression à l'éducation et l'instruction, c'est pas vraiment l'humain au cœur de... Et pour compléter la question, j'ai entendu le budget augmenter. Donc en valeur absolue, en euros, oui, mais en pourcentage du PIB. Alors il a augmenté ou il a diminué? Déjà, sur le PIB, moi j'aimerais qu'on passe à cet autre indicateur là, qui est le bonheur intérieur brut ou national. Oui, d'accord, mais là comme on parle euro, c'est vrai qu'en euros ça a augmenté. Du gaz lacrymogène tous les week-ends. Vous parlez du bonheur intérieur brut. Bonheur intérieur brut, c'est l'avenir en commun de la France insoumise. Ça. On va tout changer là. On va changer toute la. Et sûr. J'ai pas fait la relation sur le ratio PIB. Mais ça c'est de la. En fait, alors je dis pas que c'est ton intention, mais quand on nous vend les chiffres comme ça, faut toujours regarder. Il y a aussi une comparer dans les enjeux. Venez. Peut-être rapprochez-vous, parce qu'ils nous ont demandé de parler moins fort pour les. Il y a du mal à entendre ce que vous dites quand on est à côté par rapport. Ah, vous êtes. Oui. Je suis désolé. On est dans un contexte, en France, on doit faire plusieurs choix. Le premier choix, c'est celui de la sécurité. Et non mais, il ne faut pas qu'on oublie ce qui se passe à l'extérieur. Et l'attentat de Strasbourg a démontré qu'on est toujours visé parce qu'on a un modèle qui ne plaît pas à tout le monde. C'est un des budgets qui est en augmentation. Le deuxième budget, sur l'éducation, et vous reverrez ce que j'ai mis, et je vous renverrai peut-être qu'il faut qu'on partage plus, pour que vous puissiez aussi vous saisir de ma vision. Il y a un budget en augmentation, mais il y a aussi tout un mode d'organisation à revoir. Dans l'administration, dans l'action publique et tous les fonctionnements publics. Parce qu'il y a aussi parfois, à mon sens, il y a pu y avoir du gaspillage. Et si le budget a augmenté, c'est pour pouvoir mieux former aussi les professeurs et peut-être mieux adapter. Il y a certaines phrases de classe qui ferment en ruralité, parce qu'il y a un principe de réalité démographique où à un moment, quand ils évaluent, c'est-à-dire qu'il y a peut-être moins d'enfants que on ne va pas faire une classe qui n'est pas en QPV par exemple, à 12 personnes. Et très souvent, et ce qu'a répondu le ministre Blanquer cette semaine, c'est qu'il y a aussi des classes qui ouvrent en ruralité. Alors il y a des classes qui ouvrent, il y a des classes qui ferment. Oui, mais c'est pour réadapter. Et aussi regarder ce qui se passe. Regardez ce qui se passe aussi. Non mais regardez ce qui se passe dans les quartiers prioritaires. On a dû débloquer des budgets parce que il y a des classes qui sont dédoublées, parce que si on ne met pas des élèves à 12 par classe, alors on n'arrive pas à bien les former pour qu'ils puissent lire, écrire, parler, respecter. Et qu'est-ce qui se passera? Non, pas sur le dédoublement. Un système scolaire sans emploi, sans école. Oui, mais ça, c'est pas dû aux 2 dernières années, madame. Ça, on est d'accord. C'est pas dû aux 2 dernières années, et c'est pour ça que moi, je veux bien être... Après, Macron, il était quand même conseiller de Hollande, puis ministre. Hein. Donc, il a fait le précédent quinquennat. Oui, mais les personnes qui sortent du système scolaire au collège... Oui, mais ça fait quand même 7 ans qu'il est au pouvoir, Macron. Oui, mais quelqu'un qui a 7 ans, il sort pas du système scolaire. Ah non, d'accord. Mais le mec qui est sorti à 18 ans aujourd'hui... Une situation qui a été abandonnée ne se résout pas en 2 ans. Il en avait 13 à l'époque. Ne se résout pas en 2 ans. On est d'accord. Mais 30 ans, mais c'est pour ça... Par contre, ce qui est paradoxal, c'est que tout à l'heure, tu parlais de remettre l'humain au centre. Oui, et là, en fait, c'est le chiffre qui est au centre.
on va pas ouvrir une classe à 13 parce que ça coûte trop cher. Là, c'est plus l'humain au centre, là. Oui, mais parce que ça se fait pas comme ça et qu'il faut une transition. Okay. On peut pas passer d'un système A à un système B en claquant. Quand on va faire une guerre, vu que facilement, là, il n'y a pas de problème de budget. Non, pareil, balancer une bombe sur la Syrie à je sais pas combien de millions, sans demander à personne, sans avoir... Pour une école, elle est internationale, c'est la bombe, elle était en fin de date. Ah oui, elle arrive. À ton information, parce que ce sujet est venu l'autre jour sur la table. Ouais. Je me suis dit que un président, quel qu'il soit la sensibilité, si à un moment il doit prendre une décision immédiate pour protéger soit des soldats français, soit des Français, il doit prendre cette décision. C'est une responsabilité. Imaginez demain, on a des soldats qui sont là pour nous protéger, aussi. Hein. Non, mais on a des soldats qui sont là pour nous protéger. Protéger de quoi? Ils nous protègent. Il y a peut-être des personnes qui ont une enfant, je sais pas. C'est l'armée. Voilà, c'est une question de principe. Il y a des soldats qui sont là pour nous protéger. S'ils sont en danger et qu'il n'y a pas une action directe, demain on nous dira vous n'avez pas pris votre décision, on va vous accuser d'avoir sacrifié des soldats. Alors, c'est des situations qui sont complexes et qu'il faut aussi comprendre et qu'il faut comprendre et peut-être mieux expliquer. J'ai pas de réponse à ça. Comme l'Irak par exemple. Je vais pas revenir sur non mais l'Irak, 1 300 000 morts basé sur une fiole de pisse. Instrumentalisé par la CIA. Ok. Et la Libye, raser la Libye et après coup, on s'aperçoit que c'était aussi une arnaque. Et ça, c'était nous. Hein. Ça, c'était Sarko. La Syrie... peut-être que je m'y connais pas assez. La Syrie, on n'avait pas de soldats là-bas. Si vous regarderiez, je me demande si vous aimeriez être député à l'heure actuelle. Moi, j'ai une petite question. La Syrie, il n'y avait pas de soldats français en Syrie. C'est une excellente question. Non, il n'y en avait pas. Il y a des accords aussi internationaux. Non, mais personne a autorisé la France à bombarder c'est les deux conditions, le Parlement la Syrie. Donc tu parlais de mettre l'humain au centre. Oui. En Syrie, ce qui a été bombardé, c'est pas des immeubles, c'est des hôpitaux. Il y avait des enfants dedans, il y avait des bébés. Donc je pense que aucun être humain peut dire moi je suis d'accord qu'on prenne 1 million d'argent aux Français et au nom des Français, je tue des enfants. Parce que c'est ça qui s'est passé. Hein. Vu comme ça, on peut rien dire. En Syrie, en tant que Français, voilà. Dit comme ça et présenté comme ça. Parce que c'est la réalité. Le problème, il est comme ça. Tu pourras le présenter de toute manière, ça reste sur la même base. Dans tous les bases. Donc un soldat qui meurt, c'est triste. Voilà. Un soldat qui meurt, un soldat qui est blessé, c'est triste. Mais il s'est engagé en tant qu'adulte, conscient des risques. Les enfants syriens, ils n'ont rien demandé à personne. Aujourd'hui, on est une des armées les plus puissantes du monde. On a des super snipers, etc. Et s'il fallait buter 3 trous de balles, on l'aurait fait. Comment ça se fait que la Russie, d'autres pays... Ne serait-ce même que la police nationale, on a des super snipers. Ils sont balèzes. Hein. Dans la foule. Quand des snipers, on en a. Y a pas voilà. de problème, hein. Donc comment on m'explique que finalement on fait des attaques contre la vie de l'ONU sans demander au Parlement, ce qui est interdit. C'est pas possible. Et donc, toi en tant que républicain, t'aurais dû lever la main et dire Macron démission. Ah ouais, ça. Il a tué des enfants sans demander l'avis au peuple. Alors dans ce cas-là, c'est pas le droit, c'est interdit. Mais dans ce cas-là, dans ce type de est-ce que tes papas, tes parents? Non. J'ai le même âge que lui, j'en ai 4. Hein. Je suis plus jeune, j'en ai 2. Voilà. Et t'as plus de cheveux, tu vois, voilà. Là, oui, c'est vrai. Si tu l'un ou l'autre. Ah oui, non, je garantis. Tu t'arraches les cheveux. J'avais pareil. Ouais. Non, quand tu les frattes et tu perds les cheveux. Bref, mais voilà, à un moment donné, un député, même si on n'a pas une carrière politique, etc., la moindre des choses, c'est de connaître les bases de la Constitution. Et la base, c'est la personne qui la viole, tu sors. Là, il y a eu combien de violations? Il y en a eu 8 avérées, prouvées, dénoncées par les Ligues des droits de l'homme, dénoncées par l'ONU, dénoncées par toutes les associations humanitaires et compagnie. Comment ça se fait qu'il n'y a aucun député qui a dit
Voilà, parce que tu as pu t'engager en croyant à des valeurs et dire... Et j'y crois toujours. Ok, donc c'est tes valeurs, mais est-ce que Macron et la République en marche représentent toujours ces valeurs auxquelles tu crois? Oui, t'y crois, mais est-ce que Macron et la République en marche, donc le mouvement, le parti, on appelle ça comme on veut, est-ce qu'ils représentent toujours ces valeurs auxquelles toi tu crois? Oui, et en plus j'y travaille pour améliorer, parce qu'on n'est pas dans un monde parfait. Ok. Et il ne faut pas être naïf que tout système humain est imparfait parce qu'il est composé d'humains eux-mêmes imparfaits. Oui, donc, oui. L'idée c'est de travailler dans le progrès en amélioration. Donc en gros, toi tu travailles de l'intérieur pour améliorer les choses. Et j'y travaillerai toujours. D'accord. C'est le sens de Donc mon engagement. dans les faits concrets... Je sais pas combien de temps il nous reste. Ouais. Moi j'ai une autre question. Ma question elle va être très simple. Tu es né en quelle année? Je suis né en quelle année? 83. Donc parfait, donc tu as à peu près connu les mêmes choses que moi, je suis de 81, tu vois. Moi quand j'étais petit, dans chaque village, il y avait une petite dépendance de la mairie, enfin pas de la forcément de la mairie, mais il y avait un Bâtiment communal. petit bâtiment communal où on retrouvait les services des impôts, on retrouvait la CAF, tout ça, ça a été supprimé. Donc tous ces emplois ont été éliminés. Nos impôts, ils ont augmenté, donc ça fait une masse financière. Toutes ces économies qui ont été faites et tous nos impôts qui sont pris en plus de ce qu'on payait il y a 10 ou 20 ans. Où passe l'argent? Où va l'argent? Il y a un moment donné, on peut plus dire qu'on n'a pas fait d'efforts. Maintenant, il faut se taper 40 km pour trouver un médecin et on se retrouve dans des situations. Mais ça, je l'ai vu aussi. Et les hôpitaux, enfin, je n'en parle même pas. Mais... On fait des économies sur ça, mais à un moment donné, on peut pas continuer à dire aux gens on fait des économies d'un côté et on paye plus de l'autre. Ce que tu dis, d'une, oui, les impôts augmentés. Après, sur la répartition des dépenses, ça, on peut le trouver, on peut le partager. Ouais, il y a un truc qui s'appelle CICE, c'est pas mal. Sur la répartition, ça prend un bon quart. 40 milliards. On en reparlera. Voilà. 40 milliards. Après, sur la C'est combien le budget de l'éducation nationale? Et après, c'est une excellente question. Non, mais il y a le fait qu'on a un problème de dette et c'est un truc à challenger parce que j'ai vu que vous en parlez. D'accord, la dette, c'est une grosse arnaque. On va pas revenir là-dessus. C'est pas un problème, c'est... Et après, oui, non, mais on a un problème sur l'accès aux services publics. On doit réformer là dans les 3 ans qui arrivent. Parce que je sais, la poste a disparu. Et même les médecins. Regarde, moi j'ai été à Fleury lundi. Et ils ont compensé le problème des médecins. Il y a pas des médecins, ils en manquent 2 en fait, sur Fleury, par des téléconsultations dans une pharmacie. Il y a la pharmacienne à Fleury-Mérogis. Je vais couper le direct pour pas que ce soit trop long. Voilà, nous on va continuer la conversation. Ceux qui veulent, on est au bureau à la Croix-Blanche à Sainte-Geneviève-des-Bois. Allez, salut tout le monde. Le temps qu'il y a, comme il y a un problème de médecins,